merci de votre invitation, de votre présence à tous. Certains l'auront sans doute remarqué, il y a quand même une différence entre les fois précédentes où j'étais venu et celle-ci, c'est que j'ai les cheveux beaucoup plus longs. Et en fait, c'est un effet du confinement, puisque pendant le confinement, on n'avait pas le droit d'aller chez le coiffeur. Mes cheveux ont repoussé, et puis finalement, je me suis dit, je vais les garder un petit peu comme ça. Je les avais toujours eu courts depuis mon service militaire dans les années 80. Et voilà, bon, il a fallu justement ce que nous avons connu au printemps pour les faire repousser. Alors, parler de ce que nous vivons actuellement, bon, il faut faire attention. Je suis conscient du fait que ceux qu'il est convenu d'appeler les intellectuels ont la tendance pernicieuse face à l'événement de s'y rendre imperméable, c'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir l'événement comme ce qui fait irruption dans nos vies, comme ce qui nous bouscule, comme ce qui vient secouer les manières que nous avions de penser le monde, les intellectuels sont enclins, aussitôt que l'événement survient, à l'enrôler à leur service et à le réduire au rôle de confirmation de ce qu'ils pensaient déjà. Cette propension, se révèle d'autant plus forte que l'événement ne vient pas frapper les intellectuels directement dans leurs moyens d'existence, quand d'autres professions se trouvent quant à elles durement touchées. C'est sûr qu'un intellectuel, par exemple, pour ce qui s'est passé au printemps et même encore aujourd'hui, est beaucoup moins touché qu'un bistrotier dans sa vie quotidienne. Et donc en fait, pour beaucoup d'intellectuels, les événements ne semblent être là que pour leur donner raison. Et à cet égard, l'épidémie de coronavirus a donné lieu à un véritable festival. Les écologistes, par exemple, ont immédiatement considéré que c'était notre exploitation à outrance de la nature qui était responsable de l'épidémie. En bouleversant tous les équilibres naturels, eh bien, nous aurions libéré comme cela dans l'espace des virus qui auparavant y étaient tout à fait inoffensifs. Mais les anti-écologistes, à rebours, ont considéré que la maladie montrait plus que jamais à quel point la nature était dangereuse et qu'il fallait plus que jamais apprendre à la dompter. Les mondialistes ont considéré que la dimension planétaire de l'épidémie montrait combien ils étaient fondés à réclamer une gouvernance globale, pendant que les antimondialistes ont estimé que la rapidité avec laquelle l'épidémie s'est répandue sur la Terre illustrait de façon spectaculaire les dangers et les tares de la mondialisation. Les immigrationnistes ont souligné la place éminente tenue par les immigrés dans les professions qui ont été les plus mobilisées durant le confinement, pendant que ceux qui ne pensent pas que l'immigration soit une chance ont relevé que le « restez chez vous » Seriné pendant cette période reprenait exactement ce qu'il prône depuis des décennies. Les admirateurs des régimes forts ont trouvé que ceux-ci avaient, comme la Chine, bien plus de ressources que les démocraties pour faire face à la crise, pendant que Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, a estimé que l'épidémie est politique et, je le cite, « le meilleur remède contre l'épidémie virale, c'est la démocratie ». On se demande d'ailleurs à quoi bon chercher des vaccins alors que nous avons la démocratie sous la main, qui, à l'en croire, serait le meilleur remède contre l'épidémie de coronavirus. Bon, alors je pourrais allonger la liste, mais je vais m'en tenir là. Et par ailleurs, je ne promets pas de ne pas tomber moi-même dans les travers que je signale. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est ne pas y céder trop grossièrement. Alors, 3 choses dans ce qui nous arrive cette année m'ont particulièrement frappé. La première est que le virus, et à cet égard les statistiques le prouvent sans ambiguïté, se montre beaucoup plus dangereux pour les personnes âgées et les personnes obèses que pour le reste de la population. On peut donc le qualifier, sans embâche, de gérontophobe et grossophobe. Il n'aggrave pas son cas en étant de surcroît machiste, puisqu'il tue nettement plus d'hommes que de femmes. Son bilan discrimination est donc mitigé. Bon, voilà, c'était pour nous mettre en train, ça. Non, j'en viens véritablement aux 3 choses qui m'ont frappé dans ce qui nous déboule dessus cette année.
Alors, la première chose est la suivante. Je dirais que les moyens dont nous disposons, sans commune mesure avec ceux qui étaient à la disposition de toutes les humanités passées, les moyens dont nous disposons aujourd'hui ont paradoxalement accru notre vulnérabilité. Ils ne nous ont pas rendus plus forts par rapport à l'événement, ils nous ont au contraire affaiblis. Jadis, une épidémie comme celle qui nous frappe serait passée à peu près inaperçue. On peut rappeler que, encore au XVIIIe siècle en France, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 11 ans. Avec une mortalité aussi omniprésente, l'épidémie provoquée par le petit coronavirus que nous connaissons aujourd'hui aurait été une vaguelette à peine perceptible à la surface de l'océan. Des personnes seraient mortes, certes, mais la société dans son ensemble n'aurait pas été affectée, elle n'aurait même à peu près rien remarqué. En revanche, aujourd'hui, une épidémie de faible létalité a suffi pour paralyser un très grand nombre d'activités. Pourquoi? Eh bien, parce que les moyens très puissants dont nous disposons de nos jours pour repousser la mort rendent intolérable l'idée de voir mourir sans rien faire, même une toute petite partie de la population. Il est d'usage de dire des systèmes hospitaliers qu'ils ont une obligation non certes de résultat, puisqu'on sait que, au moins jusqu'à aujourd'hui, quiconque finit un jour par mourir, mais ils ont une obligation de moyens. Autrement dit, nos moyens nous obligent. Et au fond, ce qui a rendu les mesures de confinement impératives, c'est moins directement la volonté de limiter le nombre de morts que le souci d'éviter l'engorgement des services hospitaliers. Ce qui a véritablement propagé l'onde de confinement en Europe, c'est ce qui s'est passé en Italie du Nord avec le spectacle, les images qui sont passées à la télé de services d'urgence complètement saturés, avec des gens sur les couloirs dont on ne savait plus que faire. Et c'est vraiment ces images-là qui ont, comme une onde qui s'est propagée ensuite dans tous les pays, induit le confinement. Et donc on voit cette chose que je veux signaler, c'est parce qu'il y a des services de réanimation que notre vie générale s'est trouvée paralysée. Alors à cela, on pourrait objecter que des pays fort peu pourvus en la matière ont eux aussi pris des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus, mais l'objection n'est que très partiellement recevable, dès lors qu'en raison de la circulation mondiale des informations et des images, c'est l'exemple fourni par les pays dits développés qui a obligé les dirigeants des pays moins développés à prendre des mesures de protection qui, sans cet exemple, n'auraient pas été envisagées. Alors je souhaite préciser un point sur la situation que je viens d'indiquer, les moyens qui nous paralysent. Je ne porte pas à ce stade un jugement moral, je ne fais que souligner un fait. Les moyens qui sont les nôtres, gigantesques par rapport à ceux dont tous nos prédécesseurs ont pu disposer, nous permettent de lutter efficacement contre toutes sortes de maux qui laissaient nos ancêtres sans secours, mais la médaille a un revers. Chemin faisant, nous avons désappris à faire face aux calamités qui, par leur ampleur, prennent de court les moyens par lesquels nous savons d'ordinaire les repousser. Alors cela est vrai au niveau collectif, une épidémie de gravité somme toute très modeste, mais qui suffit malgré tout à saturer les structures hospitalières destinées à accueillir et traiter les malades, désorganise complètement les sociétés qui jadis n'auraient pas été émues le moins du monde. Et cela est vrai au niveau individuel également. Les moyens très puissants que nous avons de prévenir et de soigner toutes sortes de maladies ne font pas qu'augmenter l'espérance de vie, ils nous font également vivre de plus en plus comme si la mort était un phénomène indéfiniment différable. De sorte que quand la mort se présente malgré tout, elle nous paraît plus effrayante que jamais. Au début du XIXe siècle, en France, fut rendu obligatoire pour certifier un décès l'intervention de ce qu'on appelait à l'époque un médecin vérificateur, qui à partir des années 1820 fut tenu d'enregistrer non seulement l'état civil du défunt, mais sa profession, le quartier, le type de logement qu'il occupait, la durée de sa maladie et la cause de la mort. Et parmi les causes répertoriées,
figurait, pour les personnes ayant passé un certain âge, la vieillesse. On pouvait mourir de vieillesse. Au cours du XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté considérablement, mais en même temps, la mort de vieillesse a disparu des nomenclatures. Et donc vous voyez le paradoxe, on vit de plus en plus vieux, mais plus personne ne meurt de vieillesse. La mort doit toujours avoir une cause précise, la défaillance de tel ou tel organe. Même Jeanne Calment, si vous voulez, n'est pas morte de vieillesse. Elle est morte, je ne sais pas, de défaillance cardiaque ou d'insuffisance rénale ou de que sais-je. Mais même à 122 ans, on ne meurt pas de vieillesse. La mort doit toujours avoir une cause précise, ce qui laisse entendre qu'elle n'est pas une manifestation de notre caractère mortel, mais la conséquence d'un dysfonctionnement que l'on aurait pu prévenir ou que l'on saura demain traiter. Je cite au passage un passage que je trouve très beau du poète Rilke, ça s'est écrit au tout début du XXe siècle, et vous voyez que ce dont nous parlons aujourd'hui, en fait, c'est un mouvement qui vient quand même d'assez loin. Rilke remarquait déjà à cette époque « On savait autrefois, ou peut-être le pressentait-on, qu'on contenait la mort à l'intérieur de soi-même, comme un fruit son noyau. Les enfants en avaient une petite, les adultes une grande. Les femmes la portaient dans leur giron et les hommes dans leur poitrine. On possédait sa mort, et cela conférait à chacun une singulière dignité et une paisible fierté. » Bon, et Rilke, au début du XXe siècle, voyait déjà que cela était en train de changer. Et alors, au cours du XXe siècle, c'est peu de dire que ce que diagnostiquait Rilke s'est énormément confirmé. En 1967, Raoul Vaneigem, un des héros de 68, pouvait écrire de sa génération « Nous étions nés pour ne jamais vieillir, pour ne mourir jamais. Nous n'aurons que la conscience d'être venus trop tôt et un certain mépris du futur qui nous assure déjà une belle tranche de vie. » Bon, malheureusement pour nous, nous sommes les héritiers de cette génération qui nous fait payer très cher cette conscience qu'elle avait d'être née pour ne jamais vieillir et pour ne mourir jamais. Il est assez comique d'ailleurs de se rendre compte que les personnes qui à cette époque-là disaient qu'il fallait jeter les vieux à la poubelle pour leur laisser la place, maintenant qu'ils sont devenus vieux, occupent toujours eux-mêmes la place. Bon, voilà, Daniel Cohn-Bendit disait qu'il fallait écouter personne qui avait plus de 30 ans, que je sache, il occupe encore pas mal de place. Bon, enfin, cela étant, donc, Vaneigem dit quelque chose d'une conscience d'époque lorsqu'il dit « Nous étions nés pour ne jamais vieillir, pour ne mourir jamais ». Le problème, c'est que malgré tout, ces gens ont beau être nés pour ne jamais mourir, ils meurent quand même. Et quand la mort vient, elle se trouve d'avoir été ravalée à un accident incompréhensible, un événement dépourvu de sens, plus terrifiant que jamais. Toute la littérature, d'ailleurs, et c'est là où on voit que ces choses-là viennent de loin, toute la littérature de Tolstoï à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, est hantée par ce constat que les modernes, les contemporains, ne savent plus mourir, par comparaison aux générations qui les ont précédées. Et ce constat de Tolstoï est mis en scène de façon particulièrement impressionnante dans le texte intitulé « La mort d'Ivan Ilitch ». On peut dire que c'est la plus célèbre des morts en littérature. Et c'est absolument extraordinaire puisqu'il met, en présence Ivan Ilitch, qui est un bourgeois pétersbourgeois, qui, suite à une maladie, s'achemine vers la mort, et qui ne sait absolument pas faire face à cet événement qui lui tombe dessus. Et le seul, finalement, qui est capable de lui venir en aide dans ces moments, c'est un serviteur qui vient de la campagne, un moujik, qui, lui, est encore inscrit dans un monde où la mort est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc, en fait, il est capable d'assister Ivan Ilitch, alors que, finalement, toute sa famille et ses amis s'écartent de lui, de peur d'être, d'une certaine manière, contaminé par ce phénomène incompréhensible qu'est la mortalité. Alors, la question n'est pas ici de nier le caractère tragique de la mort et de prétendre résorber celle-ci dans l'ordre des choses. Elle est de savoir comment nous faisons face à cette tragédie.
Et force est de constater que non seulement tout ce que nous avons appris à l'époque moderne ne nous aide pas à faire face, mais nous a même privés de toutes les ressources que la tradition avait accumulées pour traiter avec la mort. C'est au point que si dans les litanies des saints, les fidèles prient le Seigneur de leur épargner une mort soudaine et imprévue, une majorité de personnes aujourd'hui estiment à l'inverse que la mort la plus souhaitable est celle qui, tardive mais inattendue, survient pendant le sommeil sans que l'on se rende compte de rien. Parce que justement, la mort, elle est tellement insupportable que finalement, la seule manière de l'envisager qui paraisse supportable, c'est qu'on ne se rende compte de rien. Alors que vous voyez, chez les générations d'antan, c'était au contraire la mort imprévue qui paraissait la chose la plus terrible parce qu'on n'avait pas eu le temps à ce moment-là de s'y préparer. On peut se rendre compte aussi de l'horreur absolument épouvantable que suscite la mort aujourd'hui dans la répugnance que l'on éprouve à l'égard des cadavres dont on ne sait absolument plus que faire. Et ça m'a remis en tête une série des années 1960, mais qui a été rediffusée de nombreuses fois, ce qui m'a donné l'occasion de voir certains épisodes, une série qui s'appelle Les Envahisseurs. Et en fait, vous savez, sur Terre, en fait, il y a des envahisseurs extraterrestres qui prennent petit à petit possession de la Terre, mais qui dissimulent leur invasion par le fait qu'ils prennent une apparence humaine. Mais en fait, quand on les tue, par exemple par un coup de fusil, en fait, au lieu de laisser un cadavre, finalement, leur corps se dissout dans une lueur orange. Et en fait, je pense que l'idéal contemporain, ce serait effectivement que quand nous mourrons, nous nous dissolvions d'un seul coup dans une lueur orange, sans laisser de traces. Et d'une certaine manière, l'incinération aujourd'hui, qui fait de plus en plus d'adeptes, est quelque chose qui va du côté de cette lueur orange, qui laisse malgré tout, malheureusement, un petit résidu qui est un tas de cendres dont on ne sait pas trop que faire et dont on peut quand même se débarrasser rapidement en les dispersant dans un jardin du souvenir qui est plutôt un jardin de l'oubli, mais bon. Alors, les conséquences d'un tel refoulement de notre caractère mortel sont absolument considérables. Sur quelle liberté, en effet, les populations ne seront-elles pas disposées à transiger? Quelles suggestions ne seront-elles pas prêtes à accepter pour fuir devant la terreur sans nom que la mort leur inspire? Au nom de la protection contre la mort, on pourra tout accepter. Et là, je voudrais citer à l'appui de cette thèse un petit passage de l'Iliade, où on entend Sarpédon, qui est l'un des chefs qui interviennent dans la guerre de Troie. Alors lui, il est du côté des Troyens, et qui se prépare à aller au combat contre les Grecs, et qui confie à son ami Glaucos, au moment où ils doivent revêtir leurs armes, voilà ce qu'il dit. « Ah, doux amis, si échapper à cette guerre nous permettait de vivre ensuite éternellement sans que nous touche ni l'âge ni la mort, ce n'est certes pas moi qui combattrais au premier rang, ni qui t'expédierais vers la bataille où l'homme acquiert la gloire. Mais, puisqu'en fait, et quoi qu'on fasse, les déesses du trépas sont là embusquées innombrables, et qu'aucun mortel ne peut ni les fuir, ni leur échapper, allons voir si nous donnerons la gloire à un autre, ou bien si c'est un autre qui nous la donnera à nous. » Et vous voyez ce passage, moi je trouve qu'il résume extrêmement bien la situation. À partir du moment où, comme Sarpédon, comme les gens de cette époque, on habite une condition mortelle, en fait, on sait que la mort est absolument inévitable. Et à ce moment-là, en risquant sa vie, éventuellement là sur le champ de bataille, que risque-t-on? On risque une perte finie, qui est la perte de quelques années de vie. En échange de quoi, on peut essayer d'obtenir une gloire immortelle. À partir du moment où on vit, comme le disait Raoul Vaneigem, comme si on n'allait jamais mourir, vous voyez qu'en exposant sa vie,
Là, on s'expose à une perte infinie. On perd quelque chose d'infini. Et à ce moment-là, rien de ce qu'on pourrait gagner en exposant sa vie ne vaut ce que l'on perd, qui est infini. Et donc, à ce moment-là, on va tout faire pour protéger sa vie et on va devenir d'une lâcheté absolument épouvantable. Et donc, en fait, c'est quelque chose dont il faut bien prendre conscience. C'est là où je parlais des conséquences considérables qu'il y a du refoulement de notre mortalité. C'est que plus le refoulement, plus la mortalité, notre caractère mortel est refoulé, plus nous nous enfonçons dans la lâcheté. Et en revanche, plus nous sommes conscients de notre caractère mortel, plus nous sommes capables d'exposer nos vies pour les choses qui en valent vraiment la peine. Et c'est ainsi que j'en arrive au deuxième point que je désirais aborder, qui touche à la nature du contrat social contemporain, sur lequel, à mon sens, l'événement a porté une lumière extrêmement crue. Mais avant d'évoquer cette lumière, je dois décrire un tout petit peu le paysage qu'elle vient éclairer. Là, je vais reprendre des choses que j'avais déjà évoquées à l'occasion de mon travail sur la statistique, mais que je crois qu'il vaut la peine de rappeler parce que c'est vraiment le cadre qui permet de mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous vivons désormais dans ce qu'il est convenu d'appeler des sociétés d'individus. Alors, pour nous autres contemporains, cette affirmation revêt l'allure d'une lapalissade. Bah oui, on vit dans des sociétés, de quoi sont formées les sociétés? Elles sont formées d'individus. Pourtant, les sociétés d'individus sont des formations récentes dans l'histoire. Et pour s'en rendre compte, il vaut la peine de réfléchir juste un instant sur le terme « individu ». Il est issu du latin individuum, mais c'est la manière qu'ont eu les Romains de traduire dans leur langue le mot grec « atomos », qui voulait dire littéralement ce qu'on ne peut pas couper. Donc l'individuum, on l'entend bien, c'est ce qui ne se divise pas. Donc c'est exactement l'équivalent latin de l'atome grec. Alors dans le latin médiéval, individuum servait à désigner l'objet indivisible auquel on parvient au terme d'un processus de division. Vous trouvez encore un exemple très bon de ça en biologie, où en biologie, eh bien, on part d'abord des règnes, et puis après, à l'intérieur des règnes, on trouve des embranchements, et puis on trouve ensuite des genres, et puis à l'intérieur des genres, on trouve des espèces, et à l'intérieur des espèces, on trouve des variétés, à l'intérieur des variétés, on trouve des sous-variétés, et puis en fait, par division successive, on arrive à quelque chose qui ne se divise plus, et qu'on va appeler l'individu. Parce qu'on est obligé d'arrêter les divisions, parce que si on coupe ce qui reste, on le tue. Et comme on était là à faire une classification du vivant, c'est un peu ennuyeux. Bon. Donc en fait, vous voyez que individu, c'est ce à quoi on arrive au terme d'un processus de division lorsque on ne peut plus, on arrive à un résidu qui ne se coupe plus. C'était donc un horizon à partir d'un tout. On le divise progressivement jusqu'à arriver à ce qui ne se coupe plus. Et au XVIIe siècle, un retournement va se produire. D'une part, il y a deux choses qui se produisent au XVIIe siècle. La première chose, c'est qu'on va se mettre à employer le mot « individu » pour désigner un être humain. Et deuxièmement, cet emploi du mot « individu » pour désigner un être humain est solidaire d'un retournement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que l'individu, de terme d'un processus de division, va se mettre à être envisagé comme point de départ, extérieur et antérieur au monde partagé, à partir duquel les réalités collectives se constituent. J'aime bien le résumer en une formule. Sous l'Ancien Régime, si l'on veut, « je » était le singulier de « nous ». On avait un « nous » et puis par division, on arrivait à un « je ». Alors qu'en régime moderne, « nous » devient le pluriel de « je », c'est-à-dire que c'est en rassemblant un certain nombre de « je » qu'on constitue un « nous ».
Cette nouvelle conception de l'individu, qui donc n'est plus le résultat d'un processus de division, mais le point de départ à partir duquel on va tout construire, entraîne nécessairement un bouleversement dans la façon de penser la vie collective, qui va prendre le mot de société. Et là encore, c'est quelque chose sur laquelle il vaut la peine de s'attarder un instant. En latin, le mot societas avait un champ d'emploi assez large, mais en fait, ça désignait essentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. C'est d'ailleurs le sens qui subsiste aujourd'hui en économie lorsqu'on parle d'une société, une société commerciale. C'est exactement ce sens-là qui persiste. Et les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait au terme société reprennent exactement ce sens latin. Je peux vous citer le dictionnaire de Richelet de 1680, qui est un des premiers dictionnaires de la langue française. Société, : contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Entrer en société avec quelqu'un, rompre le contrat de société qu'on avait fait avec une personne. Et vous voyez ici le mot « contrat » qui apparaît. Et donc la société ne désigne pas les formations humaines en général, mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but. Et alors on comprend la fortune extraordinaire que va connaître le mot « société » à l'époque moderne, puisque concevoir le monde humain comme une société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, ce sont eux qui constituent la société parce qu'ils le veulent et parce qu'ils en attendent des bénéfices. Je vous rappelle, pour la societas latine, c'est une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. Donc il faut que l'individu ait des avantages à vivre en société plutôt qu'à l'état isolé. Alors, je dois noter que, suivant le sens de société, du mot société que je viens d'esquisser, l'expression contrat social apparaît comme un pléonasme. Par définition, pourrait-on dire, la société en appelle à une forme ou une autre de contrat entre ceux qu'elle réunit. Ce qui n'était absolument pas le cas des communautés à l'ancienne, dont on peut encore trouver une trace aujourd'hui dans la famille. Vous voyez, la famille, c'est un des derniers restes qu'on peut trouver d'existence communautaire. En fait, les membres d'une famille... alors, je sais bien qu'aujourd'hui, le sens du mot « famille » est tellement changeant que ça devient compliqué. Effectivement, les familles ont tendance à devenir de plus en plus contractuelles. Mais enfin, disons que jusqu'à une date récente, une famille, si vous voulez, quand vous étiez entre les liens entre les parents et les enfants n'étaient pas de type contractuel. On était l'enfant de ses parents ou on était les parents de ses enfants. C'était quelque chose qui était là et qui ne résultait absolument pas d'une volonté ou d'un contrat. Et en fait, l'immense majorité des formations humaines étaient de type communautaire. C'était simplement des réalités qui s'imposaient à tous. Et les individus existaient, mais ils existaient en tant que membres des différentes communautés auxquelles ils appartenaient. Ce qui n'est plus le cas dans le cadre de la société, où on imagine là qu'il y a des individus indépendants les uns des autres, qui ensuite entrent en communication les uns avec les autres pour former une société. Alors, la notion de contrat social, elle est quand même très problématique, parce que s'il est fort concevable de contracter à l'intérieur de collectivités déjà constituées, l'idée d'un contrat instaurant la vie collective en elle-même est assez folle, puisque l'être humain a besoin, pour développer son humanité, de naître et de grandir au sein d'un milieu humain déjà formé, et l'établissement d'un contrat suppose une vie collective préalable, ne serait-ce que pour disposer d'une langue commune propre à la formulation du contrat. Les philosophes qui ont imaginé des hommes qui vivaient isolés les uns des autres et qui ensuite
passer un contrat pour vivre en société, on se demande bien comment ils ont fait pour passer ce contrat, puisque, encore une fois, il faut avoir une langue commune, et la langue commune, elle ne peut exister que s'il y a déjà une vie commune. Bon. En bref, comme l'a bien remarqué le philosophe Hume au milieu du XVIIIe siècle, l'idée de contrat fondant la société est une chimère. Pour autant, cette chimère fut tout sauf gratuite, elle avait des raisons d'être très profondes et elle a exercé des effets très considérables. Je cite ici Louis Althusser, dans son livre sur Montesquieu, fort bon au demeurant. « Dire que la société des hommes sort d'un contrat, c'est en effet déclarer proprement humaine et artificielle l'origine de toute institution sociale, c'est dire que la société n'est l'effet ni d'une institution divine ni d'un ordre naturel, c'est donc avant tout refuser une ancienne idée du fondement de l'ordre social et en proposer une nouvelle. » Bon. Donc on écarte le fondement divin, on écarte le fondement naturel et on se retrouve entre hommes pour établir un contrat social. Alors, différents philosophes ont proposé différents types de contrats sociaux. Alors là, je vais très très vite, je suis schématique à l'excès, mais on peut citer 3 grands types de contrats sociaux. Le contrat social à la John Locke, où ce contrat vient d'abord assurer à chacun la jouissance des droits naturels que sont, selon Locke, la liberté individuelle et la propriété privée. Pour Rousseau, le contrat social introduit une rupture avec l'état de nature, il établit la souveraineté du peuple, au sein duquel chaque individu obéit à la volonté générale et la reconnaît pour sienne. Et puis, il y a également, il ne faut pas l'oublier, Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, pour qui l'état de nature est un état où la jouissance complète que les individus ont de leur liberté à l'état isolé est malheureusement grevée par la peur perpétuelle d'être oxy par un congénère. Pour Hobbes, il partage avec bon nombre de ses contemporains cette idée d'un état de nature où les êtres humains vivent isolés les uns des autres, mais ce qui va, selon Hobbes, les pousser à vivre en société, plutôt que de persister dans leur état natif isolé, c'est la peur qu'ils ont de la mort violente. Alors évidemment, les individus faibles, on sent bien qu'ils ont peur d'être tués par plus fort qu'eux. Mais ce que dit Hobbes, c'est que même le plus fort, il vit dans la peur, parce que même le plus fort, à un moment donné, il est obligé de dormir. Et au moment où il dort, eh ben, le plus faible peut aller l'oxyre. Il suffit de penser à ce qui se passe dans Hamlet de Shakespeare, hein, où vous avez le roi qui est endormi sous un arbre, et pendant qu'il est endormi, on va lui verser du poison dans l'oreille, et il meurt. Donc le roi lui-même est exposé à la mort violente. Et d'après Hobbes, il dit, bon, les individus à l'état isolé, c'est formidable, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui vient les contraindre, sauf, gros problème, c'est qu'ils ne peuvent pas véritablement jouir de leur liberté, parce qu'ils sont tout le temps à avoir peur pour leur vie. Et donc, que vont faire les hommes pour échapper à cette peur perpétuelle, selon Hobbes? Eh bien, ils vont passer un contrat entre eux, ils vont aliéner leur liberté native à un souverain, à un État auquel Hobbes va donner le nom d'un monstre qui apparaît dans la Bible, qui est le Léviathan. Ils vont aliéner leur liberté au Léviathan, à l'État, en échange de quoi l'État fera la police pour protéger chacun de la mort violente que pourrait lui infliger un de ses congénères. Et donc là, vous voyez que selon Hobbes, le fondement même de la société moderne, c'est la peur de la mort, et la soumission à l'État est obtenue par le fait, en échange de la protection que l'État procure à chacun contre la mort. Je vous ai dit que une société, il fallait qu'on y trouve son intérêt. Or, si on imagine, encore une fois, les êtres à l'état isolé, ils ont un énorme avantage sur la vie de société, c'est que les seules règles qu'ils ont à respecter, c'est les leurs propres. Personne ne peut leur imposer quoi que ce soit. Et en entrant en société, ils vont devoir respecter des règles, donc ils perdent. Donc s'ils perdent, et qu'ils rentrent quand même en société, il faut qu'ils y gagnent beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner, selon Hobbes? Le grand avantage, c'est la protection contre la mort violente. Voilà. Et je pense que
revisiter, si vous voulez, cette conception de la société moderne selon Hobbes, aujourd'hui, nous éclaire quand même beaucoup sur notre situation. Le contrat social actuel sur lequel nous vivons, dans ce contrat, on peut repérer des éléments lockéens, des éléments rousseauistes, des éléments hobbesiens, dans des dosages variables, mais il me semble que la composante hobbesienne, concernant la protection contre la mort, s'accuse de plus en plus. Et dans la période récente, elle s'est révélée absolument dominante. D'une part, exposer la vie des individus en considération du bien général est devenu à peu près impossible. Et ça, c'est quelque chose de récent, puisque encore au début du XXe siècle, en France, il a été possible de faire une mobilisation générale de la population et d'envoyer toute une classe d'âge masculine au combat où le taux de mortalité était, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement élevé. Il y a une chose d'ailleurs assez extraordinaire de ce point de vue à observer, c'était qu'il suffit de faire cette expérience. On peut aller dans toutes les localités de France, et en particulier dans les villages, on verra au centre du village une église, certes, mais aussi un monument aux morts en mémoire des morts de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Mais en fait, ce sont des monuments qui sont élevés à nos héros. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus pour la France pendant la Grande Guerre, ils sont considérés comme des héros. Aujourd'hui, le discours dominant, c'est de les considérer comme des victimes. Ils ont été immolés par un État sanguinaire et qui leur a retiré la vie en les envoyant à une boucherie ignoble. Et le fait de ce passage du mort de la Grande Guerre, du statut de héros à celui de victime, en dit extrêmement long. Et justement, à partir du moment où on considère que tout mort à la guerre est une victime, eh bien, effectivement, ça devient impossible, à peu près, d'envoyer les gens à la guerre. Sauf, en fait, des professionnels ou des mercenaires. Mais mobiliser une population pour aller à la guerre, ça devient tout à fait inenvisageable. On nous dit que c'est grâce à l'Union européenne que l'Europe occidentale a été épargnée par les guerres depuis la fin du second conflit mondial. Milan Kundera est d'un autre avis. Il pense, et il a raison, il pense que cette paix est essentiellement due au fait qu'en Europe occidentale, les gens, dans leur immense majorité, ne sont plus anthropologiquement capables de faire la guerre. Voilà. Donc en fait, Union européenne ou pas, ça ne changera rien du tout. Et le Léviathan, alors le Léviathan, il y avait le Léviathan national, mais maintenant il y a le super Léviathan européen. Le super Léviathan, dont ils acceptent l'autorité, c'est parce qu'il est censé protéger leur vie. Évidemment, s'ils acceptent l'autorité du Léviathan parce qu'il protège leur vie, le Léviathan ne saurait réclamer d'eux qu'ils la sacrifient à quelque cause que ce soit. Et il faut aller plus loin. Au fil du temps, le devoir de protection échu au Léviathan s'est étendu. Il ne s'agit plus seulement de protéger les citoyens contre la mort violente, mais aussi de veiller sur leur santé, de les protéger autant que faire se peut contre les maladies, et, à défaut de pouvoir indéfiniment repousser la mort, d'assurer à chacun, le moment venu, un accompagnement hospitalier. Voilà. En fait, c'est un devoir absolu du Léviathan, maintenant, de garantir à chacun un accompagnement hospitalier face à la mort. Je signale au passage qu'en France, aujourd'hui, les 3/4 des décès ont lieu dans des établissements de santé, 60% à l'hôpital et 15% en maison de retraite, EHPAD, etc. Voilà pourquoi le Léviathan a dû décréter un confinement général. C'est sa raison d'être, d'une certaine manière. Il accomplit sa raison d'être. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a essayé dans un premier temps une autre voie. Le Royaume-Uni, c'était quand même le pays qui a résisté pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays de Churchill. Et donc, en fait, Johnson a essayé de mettre ses pas dans ceux de Churchill, même si la cause était quand même un peu moins réluisante, mais il a voulu engager ses compatriotes à accepter des morts pour le bien supérieur de la nation.
Il a prévenu ses compatriotes que, je le cite, « de nombreuses familles devaient s'attendre à perdre des êtres chers prématurément ». Fin de citation. Vous voyez que c'est quelque chose qu'un Premier ministre anglais pouvait se permettre. Bon, il a pu se le permettre sans être mis au pilori, mais enfin, cette pause-là n'a pas duré longtemps, puisque une semaine plus tard, il a été obligé de revoir du tout au tout sa position et de s'aligner sur les mesures prises sur le continent. Et il y a là quelque chose de logique. Il devient impossible de sacrifier des individus à une cause quand la cause commune se résume à la défense des individus. En France, la rhétorique guerrière employée par le président de la République pour mener la lutte contre le coronavirus était particulièrement incongrue, puisque dans une guerre, on accepte d'exposer sa vie pour un bien général, alors qu'en la circonstance, le but poursuivi était de réduire au maximum le nombre de morts. Bon, alors dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'en France, la gestion de la crise par le gouvernement ait été particulièrement brillante. On peut même dire que le spectacle a été pitoyable. Alors, un élément parmi d'autres, au moment même où l'épidémie allait éclater, le ministre de la Santé a déserté son ministère pour aller faire campagne pour la mairie de Paris, dans l'espoir vain de redresser la liste macroniste plombée par les performances de vidéastes amateurs du précédent candidat. Ministre un jour, médecin toujours, a déclaré Agnès Buzyn quand le coronavirus s'est répandu. Bon, on peut noter, malgré tout, qu'ayant perdu aussi bien ses fonctions de ministre que la mairie de Paris, elle se prépare à sacrifier une nouvelle fois sa vocation soignante pour prendre la présidence d'Univers Sciences, qui comprend le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça, j'ai remarqué, il y a un certain nombre de personnes, à partir d'un certain âge, de toute façon, ils ne peuvent plus être que présidents. Alors, ce sera président de ceci, président de cela, etc. Mais bon, il faut présider, quoi. Ouais. Ségolène Royal, par exemple, elle est présidente d'épaule, quoi. Enfin, vous voyez, il faut toujours trouver un truc pour... voilà, c'est à cliquet, quoi, si vous voulez. Bon, autre remarque, Marie Fontanelle, conseillère santé du président, a quitté son poste fin janvier pour aller épauler son mari dans la campagne municipale que celui-ci menait à Strasbourg. Et ce poste est demeuré vacant pendant un mois, pendant le mois de février où l'épidémie arrivait. En bref, alors donc on peut se demander, soit ce poste ne sert à rien, et donc à ce moment-là il vaudrait mieux le supprimer, soit il sert à quelque chose, et c'est quand même plutôt embêtant qu'au moment même où il serait plus important qu'il soit pourvu, il n'y a personne. En bref, les gouvernants et dirigeants donnent au peuple l'impression d'être beaucoup plus dévoués à leur carrière et aux avantages qu'ils peuvent en retirer qu'au service du bien commun. On parle beaucoup actuellement d'anti-élitisme. Mon impression est que ce sentiment tient moins à l'existence en elle-même d'élites qu'au piètre spectacle donné par les élites actuelles. Cela étant, ce serait une erreur de circonscrire la responsabilité des maux dont nous souffrons au comportement critiquable de ceux qui occupent les fonctions les plus en vue. Il y a 2 siècles, Auguste Comte mettait en garde ses contemporains contre les jugements trop sévères que ceux-ci portaient à l'égard du passé. Et il remarquait, et ça, je pense que c'est quelque chose dont qu'on ferait bien toujours de méditer, Auguste Comte remarquait, en dernière analyse, au lieu de voir dans le passé un tissu de monstruosité, on doit être porté en thèse générale à regarder la société comme ayant été le plus souvent aussi bien dirigée sous tous les rapports que la nature des choses le permettait. Bon, en ces périodes de révisionnisme historique, je pense qu'il ferait bien de s'inspirer un petit peu de cette réflexion d'Auguste Comte. Mais vous voyez que cette sentence-là, Auguste Comte qui dit « On doit être porté en thèse générale à regarder la société comme ayant été le plus souvent aussi bien dirigée sous tous les rapports que la nature des choses le permettait. » Alors certes, il y a une nuance. Il dit « le plus souvent ». Bon, donc il peut y avoir des exceptions. Mais enfin quand même, appliqué au présent, cette assertion signifie que les insuffisances et les tares des gouvernements sont malheureusement l'indice de problèmes généraux des nations, une crise morale qui touche le monde occidental dans son ensemble et qui revêt en France une forme particulièrement virulente. Disons que le gouvernement nous donne le spectacle
d'un état de la société qui ne se limite pas justement à un problème purement gouvernemental. Je note en particulier la relation particulièrement perverse qui s'est mise en place entre gouvernants et gouvernés. Lors des campagnes électorales, les candidats rivalisent de promesses, amplifient démesurément leur capacité, s'ils sont élus, à transformer les choses, comme si la population n'était pas invitée lors des élections à se donner des dirigeants, mais à se choisir l'autorité tutélaire qui allait la faire sortir de l'Égypte aux 1000 peines pour la faire entrer dans une terre promise où chaque problème trouve sa solution, comme si les nouveaux dirigeants allaient nous extraire d'un monde couturé d'obstacles pour nous installer dans un paradis sans frottement. D'un autre côté, les particuliers, les électeurs, se sont tellement habitués à s'en remettre pour chaque aspect de l'existence à un système qui les dépasse, qu'ils attendent de ceux qui prétendent les diriger qu'ils tiennent un discours de toute puissance, quitte à rendre ces dirigeants responsables de toute leur frustration, encore exacerbée par l'idée que ces derniers auraient réellement le pouvoir de les en délivrer. Et donc nous avons d'un côté un pouvoir qui infantilise, et de l'autre des citoyens qui se laissent trop facilement aller à des comportements infantiles. Les réactions suscitées par l'épidémie de coronavirus ont donné de cette situation une illustration spectaculaire. Les gouvernements prétendaient toujours, contre toute évidence, tout contrôler, pendant que les citoyens rendaient les gouvernants responsables de toutes les difficultés. À la limite, ce n'était pas le coronavirus qui rendait malades les gens, mais c'était Emmanuel Macron. En contre-exemple de cette situation que je viens de décrire, on pourrait citer la Suède. Non que ce pays soit exemplaire en tout, tant s'en faut. Lui qui est devenu, pour reprendre une expression de Jean-Claude Michéa, une sorte de Corée du Nord du libéralisme culturel. Mais, en l'occurrence, les Suédois ont su adopter une politique qui a évité, je le signale, le confinement, une politique qui associait étroitement la population aux décisions qui étaient prises. Le choix, comme je viens de le dire, a été de ne pas confiner. Ce choix s'est payé d'un certain nombre de morts, légèrement supérieur en proportion à ce qu'il a été en France, malgré une population moins dense. Mais le gouvernement n'a nullement été critiqué pour cela, parce que sa décision a été celle de la nation tout entière. Et ici, je veux remarquer que les politiques ne doivent pas seulement être évaluées à leur seul résultat comptable, mais aussi à la façon dont elles sont vécues par les populations. La Suède, dont son fonctionnement est certes servi par le fait d'être un petit pays comparé à la France, mais la conclusion qu'il faudrait en tirer serait sans doute de revivifier autant qu'il est encore possible de le faire les petites patries dont la Réunion a formé la France. Un grand nombre des maux qui nous accablent ne sont solubles qu'à cette échelle. Et j'en viens, pour conclure, au troisième élément que, selon moi, la crise sanitaire a clairement fait apparaître, je veux dire le caractère parasitaire de notre situation. Alors sur ce point, je l'avoue, j'avais de solides intuitions préalables, et si à cet égard l'événement m'a surpris, c'est moins parce qu'il m'aurait révélé quelque chose que je ne savais pas que par le côté spectaculaire avec lequel il l'a confirmé. Le caractère parasitaire de notre situation, là aussi, ne date pas d'hier. J'ai trouvé dans Péguy des affirmations très fortes en ce sens, qui datent donc de plus d'un siècle. Je cite Péguy. « En réalité, avec un aplomb imperturbable, et qui est peut-être sa seule invention et tout ce qu'il y a de lui dans l'ensemble du mouvement, le monde moderne vit presque entièrement sur les humanités passées, qu'il méprise et feint d'ignorer, dont il ignore très réellement les réalités essentielles, dont il n'ignore point les commodités, usages, abus et autres utilisations. La seule fidélité du monde moderne, c'est la fidélité du parasitisme. » Et dans un de ses derniers textes, rédigé en 1914 et qui ne sera publié qu'après sa mort au front, Péguy écrit encore « Le monde moderne est aussi essentiellement parasite. Il ne tire sa force ou son apparence de force
que des régimes qu'il combat, des mondes qu'il a entrepris de désintégrer. » Fin de citation. Et j'ai été extrêmement frappé de constater à quel point les épisodes récents confirment malheureusement ce diagnostic. Et je vais en donner un exemple. En France, au moment où le coronavirus commençait de se répandre, le président de la République a déclaré dans un discours télévisé « Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. » Sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Donc on a très bien ce que je signalais tout à l'heure, le caractère obscien de nos sociétés. La vie prime sur tout. Bon, il s'agit de protéger les citoyens contre la mort. Très bien. Une question toutefois se pose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans la vie, telle qu'elle est aujourd'hui conçue, justifie qu'il faille la sauver à tout prix ? Pourquoi faire de la vie cette chose qui prime sur tout ? Alors j'ai eu la curiosité de consulter les dictionnaires, et en particulier les dictionnaires de l'Académie française. C'est intéressant parce qu'il y a eu de nombreuses éditions successives, et donc en fait on peut, en regardant ces éditions successives, voir constater l'évolution des définitions. Alors, dans les 4 premières éditions du dictionnaire de l'Académie française, première en 1694, et puis 1718, 1740, 1762, donc fin 17e et tout le 18e siècle, le dictionnaire de l'Académie française donne pour premier sens du mot « vie », l'union de l'âme avec le corps, ou encore l'état où est l'homme quand son âme est unie à son corps. Bon, voilà la définition qui vaut au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas du tout une définition simplement française, puisque si on va voir dans les dictionnaires d'autres langues européennes à la même époque, on trouve exactement les mêmes définitions. Avec la 5e édition du dictionnaire de l'Académie française, en 1798, tout d'un coup, les choses changent radicalement. La vie devient, je cite, « l'état des êtres animés tant qu'ils ont en eux le principe des sensations et du mouvement ». Et là, c'est vraiment un point de basculement, puisque toutes les définitions ultérieures de la vie seront sur ce modèle. Dictionnaire de Littré en 1863, la vie est l'état d'activité de la substance organisée. Dictionnaire Larousse du 19e siècle, en 1876, la vie est l'état des êtres organisés qui se manifestent par le fonctionnement de leurs organes, concourant par l'assimilation, au développement ou à la conservation du sujet et de son état propre. Bon, et je pourrais continuer, et les définitions du XXe siècle sont exactement sur ce modèle. Autrement dit, depuis deux siècles, la vie se trouve présentée en des termes purement objectifs et fonctionnels. Prenez la définition de Littré qui est la plus concise, l'état d'activité de la substance organisée. Mais alors, pourquoi est-il si essentiel de sauver des vies ? Si c'est l'état d'activité de la substance organisée, la mort, c'est l'état d'inactivité, et voilà, c'est comme un interrupteur. On, off, le courant passe, le courant ne passe pas. Franchement, ce n'est pas un drame quand on éteint l'interrupteur. En réalité, et fort heureusement, la vie ne se réduit pas à ce que les dictionnaires, dont les rédacteurs sont dominés par un surmoi rationaliste et objectiviste, la vie ne se réduit pas à ce qu'ils prétendent qu'elle est. Nous sommes les héritiers d'une longue tradition où, en particulier, malgré les réformateurs, les mots continuent d'être lestés de sens qui leur viennent du passé, et en particulier d'un passé de forme religieuse. Marcel Gauchet a parlé des sociétés modernes comme de sociétés sorties de la religion. Certes, il n'empêche, nous sommes les héritiers en Europe d'une chrétienté au sein de laquelle, quoi qu'on en ait, continue de résonner à l'arrière-plan les paroles de Dieu qui dit à Moïse dans l'Ancien Testament « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie », ou bien de Jésus qui, dans l'Évangile de Jean, dit à ses disciples « Je suis la vie ». Et vous voyez, en fait, quand Jésus dit « je suis la vie », il ne dit pas « je suis l'état d'activité de la substance organisée ».
Et en fait, vous voyez que le mot vie tel qu'on l'emploie aujourd'hui, si vous regardez dans le dictionnaire, vous trouverez, je peux vous citer la définition actuelle, Trésor de la langue française, dictionnaire du CNRS, publié, qui a été terminé de publier dans les années 1990. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants. Bon, voilà, on a une définition objective et fonctionnelle. Bon. Mais en même temps, le mot vie en français, il ne se résume pas à ce qu'en dit le dictionnaire. C'est un mot qui a un long passé et il y a des harmoniques. Ça continue de résonner aussi le sens qu'on donnait autrefois au mot vie, comme je l'ai dit, au XVIIe, XVIIIe siècle, l'union de l'âme avec le corps, et les occurrences du mot vie dans toute une tradition religieuse qui remonte à la Bible. Il en résulte que nous nous trouvons aujourd'hui plongés dans une situation profondément paradoxale. D'un côté, c'est en vertu de cet arrière-plan légué par la tradition et que je viens d'évoquer, que l'on considère que la vie doit être sauvée quoi qu'il en coûte, mais de l'autre, la vie qu'on s'emploie à sauver, c'est la vie telle que définie dans les dictionnaires, ce que Walter Benjamin a appelé en allemand das bloße Leben, la vie nue, le simple fait d'être en vie. Autrement dit, on se démène pour sauver des vies, tout en désavouant ce qui, dans la vie, la rendrait digne de pareils efforts. L'image qui me vient à l'esprit pour caractériser un pareil état, c'est celui de ces volailles qui peuvent continuer un moment à courir alors qu'on leur a coupé la tête. Alors on est là, il faut sauver des vies, il faut sauver des vies, il faut sauver des vies, mais pourquoi faut-il les sauver? En fait, le président de la République, qui peut dire encore il faut sauver des vies, ne pourrait plus justifier le fait qu'il faille les sauver. Parce que pour cela, il lui faudrait faire appel à un fond traditionnel que, dans son progressisme et sa modernité, il désavoue. Et c'est là où je parle du caractère parasitaire de nos sociétés, c'est-à-dire que nous continuons en fait sur une lancée, mais sans vouloir du tout reconnaître ce que nous devons à ce qui nous anime encore aujourd'hui. Ce qui nous anime, c'est exactement ce qui fait que, également, nous avons une âme. Âme, c'est la contraction de anima. C'est ce qui nous anime. Pour caractériser notre situation générale, telle que les récents événements en ont souligné certains aspects, une autre métaphore aviaire me vient à l'esprit, et je l'emprunte à Kant, qui, dans son introduction à la critique de la raison pure, évoque la colombe légère, qui, dans son libre vol, fend l'air dont elle sent la résistance et pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide. Évidemment, plus on va vite, plus on éprouve la résistance de l'air, plus la force qui s'oppose à notre déplacement devient cette résistance opposée par l'air. D'où cette idée que sans l'air, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et la colombe se dit, eh bien, ce serait formidable s'il n'y avait pas d'air parce que je pourrais voler à une vitesse infinie. Cependant, évidemment, avant de freiner la colombe, l'air la porte et sans l'air, la colombe ne volerait pas plus vite, elle s'écraserait au sol. Et cela vaut aussi pour l'humanité actuelle vis-à-vis des humanités qui l'ont précédée. Vous voyez, on peut imaginer le passé comme un lest terrible qui nous empêche d'aller vite vers un futur radieux que nous promettent les progressistes, mais c'est ce lest vécu par les progressistes comme quelque chose dont il faudrait se débarrasser, c'est exactement comme l'air dont se plaint la colombe parce qu'il freine son vol, alors même que, encore une fois, avant de la freiner, l'air est ce qui la porte. Si jamais l'humanité actuelle peut se féliciter de certains avantages par rapport à ses prédécesseurs, c'est à l'existence de ses prédécesseurs qu'elle le doit. Aussi, notre attitude fondamentale vis-à-vis du passé ne devrait-elle pas être l'ignorance, l'accusation et le rejet, mais le souvenir, la gratitude et la perpétuation. Ce que le monde moderne hérite du passé n'est pas ce qui le plombe, mais ce qui lui évite de s'effondrer sur lui-même. Voilà pourquoi, en les temps que nous vivons, la véritable avant-garde n'est pas composée de ceux qui, comme ils le disent, sont opposés à toutes les formes de conservatisme, quels qu'ils soient, mais de ceux qui savent ce qu'il est indispensable de conserver pour continuer à avancer. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, George Orwell a eu cette réflexion,
c'est extraite d'un ouvrage qui s'appelle Le Quai de Wigan, un ouvrage de 1937. Orwell écrit « Il y a une génération, toute personne intelligente était d'une certaine manière révolutionnaire. Aujourd'hui, il serait plus juste de dire que toute personne intelligente est réactionnaire. » Alors, je conclurai en disant « Plutôt ciel qu'Orwell eût dit vrai », avec un peu moins de conscience révolutionnaire et un peu plus de conscience réactionnaire au cours du siècle écoulé, nous n'en serions pas où nous en sommes. Réactionnaire à comprendre non comme prônant le retour à un état antérieur, retour de toute façon impossible, mais comme conscience des héritages qui donnent forme à nos existences humaines. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.